Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de faire un point d'étape ensemble sur la réforme du label ISR. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Michel Papalardo. Bonjour Michel Papalardo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes présidente du comité du label ISR. On rappelle que la phase de transformation de ce label ISR a commencé il y a quelques mois maintenant. Vous avez rendu un certain nombre de recommandations à la fin de l'été 2022 qui a ouvert lieu à des discussions, si je puis dire, une phase de consultation. Vous avez ensuite émis des recommandations qu'on peut qualifier de définitives en octobre dernier. Et la question qu'on peut se poser en ce début d'année 2023, c'est où en est-on concrètement de cette réforme du label ISR, Michel Papalardo? Eh bien maintenant, nous essayons de mettre en œuvre ces recommandations qui sont donc très précises là, maintenant, qui tiennent en 3 pages. C'est quand même pas non plus très très long, mais il faut en faire un référentiel. D'accord. Parce qu'un label, ça marche avec un référentiel. Donc écrire des choses beaucoup plus précises et essayer collectivement de se mettre d'accord sur les nouveautés qui vont apparaître dans le nouveau référentiel. Et donc pour ça, on a décidé de travailler avec des groupes de travail, c'est-à-dire qu'en fait, on a démultiplié nos possibilités de réflexion, oui. parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets et les recommandations pour y revenir, elles sont quand même assez nombreuses. Et donc on a des groupes de travail d'une dizaine de personnes, donc de gens spécialisés en fait sur ces sujets-là. Que vous allez chercher où? Dans le domaine privé, dans le domaine public? Privé, public, mais en fait c'est quand même beaucoup privé. D'accord. Tant de public que ça, mais ça donc peut des professionnels de l'investissement? Oui, des professionnels de l'investissement, des professionnels de la notation, des professionnels de la certification, des gens qui sont vraiment très concernés par les aspects très pratiques. D'accord, en fait, bien sûr. Aujourd'hui, on est dans les choses très pratiques. Et donc, mais le comité ne perd pas du tout son rôle, loin de là. Ces groupes, il y en a 6, donc sur chacun a des thèmes qui, bien entendu, se recouvrent un petit peu. Donc, bien sûr, oui. Ils travaillent sur leurs thèmes et ils nous font des réunions pratiquement une par mois, quasiment une par mois pendant 4-5 mois. Donc ça fait beaucoup de réunions. Bien sûr, oui. Et à chaque réunion, on fait une synthèse de leur discussion et de leurs propositions. On revient vers le comité du label qui lui aussi se réunit au moins une fois par mois en ce moment, si ce n'est 2, pour examiner ces propositions, en discuter cette fois-ci vraiment. Discussion par le comité du label pour préciser les orientations de manière à ce que les groupes de travail puissent repartir sur les orientations qu'on leur a fixées. Bien sûr. En général, ils nous font 2-3 pistes et puis nous, on choisit la bonne. Et ils recommencent pour reaffiner de manière à ce que l'objectif, c'est que fin février, début mars, nous ayons tous les éléments de nos décisions bien établis pour qu'on puisse écrire une V0, en fait, référentiel. Parce que, bien entendu, il y aura encore une phase de concertation, cette fois-ci, sur un texte précis de référentiel. Parce qu'il y a la philosophie du label qui a été plus ou moins qui a été définie, définie. Mais en revanche, il y a comment est-ce qu'on traduit ça dans un côté pratico-pratique? Quels sont les indicateurs qu'on va regarder pour pouvoir comparer des choses comparables? C'est ça l'idée. Tout à fait. Quand on dit double matérialité, bien sûr. Déjà, c'est pas si facile que ça à expliquer, mais enfin maintenant, on sait l'expliquer, les gens comprennent à peu près. Mais comment est-ce qu'on vérifie, comment est-ce qu'on tient compte de la double matérialité dans le référentiel pour les fonds qui seront labellisés? Ça tombe pas comme ça, pas écrit quelque part. Il faut qu'on le définisse. Donc, quels sont les indicateurs qu'on prend en compte, dans quelles conditions, à quel niveau, etc., etc. Alors, je dis double matérialité, mais ça peut être... je rappelle peut-être les 3 grands axes. Il y a réaffirmer la nature généraliste du label. Et donc là, derrière cette idée, il y a d'aller autant vers du E que du S ou que du G, à savoir environnement, social ou gouvernance, et de ne pas favoriser l'un au détriment des 2 autres. Et donc s'assurer qu'on est généraliste dans son approche et équilibré. Équilibré, voilà, équilibré. On ne fait pas d'impasse. Il y a effectivement l'exigence de double matérialité. Alors ça, on peut peut-être la redéfinir. C'est qu'il y avait cette idée de regarder l'impact négatif sur la performance financière que peut avoir les sujets climatiques, mais maintenant... Et S et G. Et S et G, bien sûr, effectivement, on reste sur une nature généraliste du label, mais il y a aussi dans cette double matérialité l'idée d'aller vérifier l'impact qu'on peut avoir sur son environnement social, climatique. L'impact du fonds, cette fois-ci, sur les dimensions E, S et G. D'accord. Pas simplement ce qui supporte, on va dire, mais aussi l'impact positif, ce serait génial, mais en général, ils sont des impacts négatifs. Bien sûr. Donc, l'objectif étant bien sûr de réduire ces impacts négatifs. C'est pas juste de les constater. Mais déjà, les identifier et les constater,
On va s'appuyer sur tout ce que la Commission européenne a travaillé sur ce sujet-là. Oui. Donc, on va utiliser les indicateurs qu'ils ont mis sur la table, mais ce n'est pas encore toujours suffisant pour être bien sûr de ce qu'on écrit, de comment on va l'écrire. Voilà, on est très clairement sur ce sujet-là, sur une orientation forte, très claire. D'accord. Et sur la matérialisation de cette orientation forte, très claire, dans le futur référentiel. Et le troisième point que je note, c'était intégrer systématiquement, cette fois-ci, la dimension climat dans le socle du label ISR. Voilà. Donc même si on est sur un label généraliste et équilibré, s'assurer que le sujet climat est systématiquement pris en compte quand on se voit apposer le label ISR. Pris en compte à la fois par des indicateurs systématiques, donc bien sûr. Lesquels, voilà, première question. Et donc en fait, toute la question, c'est les indicateurs à chaque fois. C'est souvent une grosse partie, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, lesquels, ça c'est une chose, mais sur la partie climat, on a aussi indiqué qu'on voulait, au moins pour les secteurs qui sont les plus concernés par les énergies, et notamment les énergies fossiles, que ce soit en consommation ou en production, de rentrer dans une dimension transition. Bien sûr, oui. Et là, on est plus que sur les indicateurs, c'est comment est-ce qu'on définit une transition, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce ne soit pas n'importe quelle transition, bien entendu, ça veut dire que ce soit crédible. Oui, l'engagement ne suffit plus, il faut ensuite... Il ne suffit pas de dire oui, vous inquiétez pas, on va faire de la transition. Non, on veut aller, dans le référentiel, on veut aller plus loin, et préciser tous ces éléments-là. D'accord. C'est là que le diable est dans les détails, et c'est des gros détails en plus. Oui, bien sûr. Ce sont des choses, finalement, qui sont très structurantes également, hein. Mais alors, concrètement, je me doute que les travaux sont en cours et qu'on aura une vision consolidée lorsque vous la présenterez, mais on arrive à trouver des indicateurs communs pour justement créer un référentiel commun aux sociétés françaises ou aux fonds français. Là, pour l'instant, on parle qu'au niveau français, bien sûr, même si on applique aussi une réglementation européenne. Mais... Oui, on applique une réglementation européenne et des fonds étrangers peuvent vouloir rechercher, il y en a beaucoup d'ailleurs, le label ISR français. Hein, ça, c'est donc la nationalité des fonds, bien sûr, a priori, oui. Pour le moment, on ne s'en préoccupe pas. Alors, pour essayer d'avoir des indicateurs qui soient à la fois transverses et pas inventer encore des choses compliquées que personne n'aurait mesurées. Voilà. On s'efforce d'utiliser soit des éléments qui sont déjà communément répartis, parce que déjà dans certaines normes ou dans certains autres labels, et surtout, les éléments européens, comme je le disais aujourd'hui, avec la SFRD, la CSRD, on s'efforce de rentrer dans les cadres qui nous sont proposés au niveau européen, parce qu'ils vont s'appliquer de toute façon à nos entreprises et à nos fonds, et que donc on ne veut pas compliquer encore un petit peu la vie de tout le monde en essayant d'inventer des choses. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a quand même pas résolu tout le problème. Hein. Et alors justement, vous évoquez donc, cette directive SFDR. On a vu en fin d'année dernière un certain nombre de fonds article 9 repassés article 8, ce qui a conduit un certain nombre de questionnements, voire de flou un petit peu sur les stratégies que pouvaient avoir les différents fonds. On a un certain nombre d'observateurs, ou en tout cas de commentateurs, qui disent que c'est parfois par crainte juridique ou autre. Quelle place pour le label vis-à-vis de ces définitions article 8, article 9, Michel Pepalardo? Écoutez, je crois que, je ne sais plus si c'était la dernière fois ou la fois d'avant, vous m'aviez déjà posé la question, parce que quand on a vu arriver SFRD, la SFDR plutôt, et les articles 8 et 9, on a commencé à lire des tas de choses sur le thème. Vous voyez, le label, c'est plus nécessaire, on va se classer avec ces nouvelles définitions, etc. Et moi, j'avais déjà dit à l'époque, attendez, on va voir ce qui va se passer. Parce que l'article 8 ou l'article 9, comme leur nom l'indique, c'est 3-4 lignes. Bien sûr, oui, nous, on fait des référentiels qui ont, on essaye que ce ne soit pas trop long, mais enfin qui ont quand même quelques pages et qui sont très précis, comme je viens de vous l'indiquer. Et donc, c'est toute la différence. Le classement entre les articles 8 et 9, c'était de l'auto-évaluation, c'est ce qui est prévu dans les textes, hein, c'est pas une critique. Bien sûr, C'était de l'auto-évaluation des fonds eux-mêmes par rapport à la compréhension qu'ils avaient de la définition donnée dans l'article 8 ou dans l'article 9. Bon, forcément, dans un premier temps, un certain nombre sont allés généreusement, considérant que oui, c'était certainement bien, au moins au niveau de l'article 9. Et puis les discussions ont eu lieu. On a vu que dans les différents pays, d'ailleurs, on ne faisait pas la même chose. La Commission a donné son avis. Les uns et les autres ont regardé ce que signifiait un certain nombre de classements article 9 et se demandaient vraiment pourquoi les fonds étaient là. Et donc, on est revenu à des choses plus saines. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on est redevenu plus prudent sur ce que signifiaient les différentes définitions qui restent quand même assez vagues.
assez flou. Donc, juridiquement, tout le monde prend des précautions maintenant en se disant, si jamais on m'attaque comme la définition, elle n'est pas très claire, bon, ça ne va pas être bon pour mon image. Je vais peut-être gagner, mais ça ne va pas être bon sur mon image. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un référentiel et d'avoir un label. C'est-à-dire que nous, on essaye, vous voyez que ça prend beaucoup de temps, Bien sûr, oui. On essaye d'écrire très précisément ce que l'on souhaite, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème d'interprétation. Et il y en a toujours quand même. Donc là, on s'efforce qu'il y en ait le moins possible. Bien sûr. De manière à ce que, quand on est labellisé, on puisse très clairement savoir à quoi on s'est engagé. Donc c'est important pour le fonds, mais c'est aussi important, bien sûr, pour les épargnants. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de critiques qui sont faites au label souvent, mais je renvoie, moi, à ce qui est écrit dans le référentiel. On nous critique sur des choses qui ne sont pas écrites dans le référentiel. Donc, on change de référentiel, d'accord. Mais les fonds qui sont labellisés, ils sont labellisés sur la base de ce référentiel. Donc, on sait très clairement ce qu'ils font. Et en plus, ils sont certifiés. C'est-à-dire que ce n'est pas une auto-évaluation. Je ne dis pas, moi, je vais appliquer le label ISR. Je peux le dire, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut qu'il y ait un de nos 3 certificateurs qui ait vérifié qu'on a effectivement bien appliqué le label au moment où la certification initiale se fait. Elle se refait tous les 3 ans et en plus, elle est vérifiée tous les ans parce qu'un fonds, ça vit, ça bouge, il y a des entrées, des sorties. Donc il faut aussi vérifier ça tous les ans. Il nous reste un tout petit peu de temps. Parmi les critiques que vous avez mentionnées, il y a évidemment le financement des énergies fossiles. Vous avez évoqué le sujet transition. Alors, dans la forme du label actuel, on enlève les plus polluantes, mais comment est-ce qu'on détermine une bonne ou une mauvaise transition? Je sais que c'est des sujets en cours actuellement, mais comment est-ce qu'on détermine qu'à un moment, la transition est faite ou au contraire, on ne correspond pas à ces objectifs? La transition est faite, ça, ce sera bien. C'est pas encore tout de suite. Est-ce qu'on est ou non sur la bonne trajectoire? Bien sûr. C'est vraiment pas simple, on est d'accord. Hein. Mais on va essayer de cumuler les bons indices. D'abord d'avoir des indicateurs, ensuite d'avoir une définition de sa trajectoire. Donc ça ne peut pas se faire comme ça avec 3 mots. Hein. Bien sûr, ouais. Ça demande de l'explication. Alors ça peut, selon la taille des entreprises et des fonds, ça peut s'appuyer sur des process et des procédures reconnues comme le SBTI, etc. Bon, quand on est une PME, on ne va pas aller dans ce genre de choses trop compliquées. Mais il y a d'autres procédures de l'ADEME, par exemple, le Process Act, qui permet de le faire. Donc, ça va donner naissance aussi à des outils qui vont faciliter la reconnaissance de la vraie transition. Ensuite, est-ce qu'on a les moyens? Parce qu'il ne suffit pas de dire, voilà ce que je vais faire. Est-ce qu'on a les moyens? On se donne les moyens de le faire. Ça, c'est un deuxième niveau d'explication. Et puis, un troisième niveau d'explication, c'est est-ce qu'on a les indicateurs? Est-ce qu'on les suit? Et au fur et à mesure du temps, bien sûr, ça, c'est pas la première année, au fur et à mesure du temps, de suivre si on tient ou non sa trajectoire. Donc, c'est vraiment une évolution en process, en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui sera finalisé. C'est pour ça que l'important, c'est cette certification qui se renouvelle, qui s'approfondit et qui va nous permettre de faire évoluer, c'est ça qu'on cherche à faire, de faire évoluer les fonds. Et on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Michèle Papalardeau. Je rappelle que vous êtes présidente du comité du label ISR. Merci à vous et on se retrouve dans Enjeux Patrimoine.